Bonjour à toutes et à tous. Je remercie l'Association nationale des architectes des bâtiments de France et tous les organisateurs pour la préparation et la mise en œuvre de cette journée. Bravo, félicitations. Je vous remercie aussi d'avoir invité quelqu'un qui n'a pas le profil d'un architecte. Désolé. Je suis ingénieur. Donc, je suis enseignant-chercheur à l'École nationale des travaux publics de l'État. C'est une école qui forme les ingénieurs pour le ministère de la Transition écologique et solidaire. Ce sont des architectes que vous rencontrez sur tous les territoires, des ingénieurs que vous rencontrez sur tous les territoires, tous les départements, tous les services de l'État. Mais nous formons également des ingénieurs qui vont vers le secteur privé pour moitié. Et pour ces jeunes ingénieurs, il y a des enjeux forts qui tournent autour du génie civil et du bâtiment dans la formation, et je toucherai quelques mots sur les changements globaux qui impactent entre autres le bâti ancien. Alors la spécificité de mon parcours, c'est que j'ai commencé du côté technique, des sciences de l'ingénieur, et puis très vite, confronté à la complexité du bâtiment, je me suis intéressé aussi à la dimension humaine, aux facteurs humains qu'il y avait dans la recherche d'une meilleure performance globale du bâtiment. Et donc, je suis allé, et je n'hésite pas à aller du côté des SHS, sciences humaines et sociales. Donc, il m'arrive que dans mes travaux, je publie des articles scientifiques dans les différentes revues, ce qui marque une forme d'interdisciplinarité, pluridisciplinarité de mon activité. Donc, je reviendrai sur des éléments liés à la recherche de la performance énergétique et je mettrai un petit peu l'accent sur la question du confort thermique qui a été évoqué à plusieurs reprises aujourd'hui. Puis ensuite, je reviendrai sur une étude importante qui a marqué la connaissance, la caractérisation du bâti ancien, notamment dans ses performances thermiques. Et puis, je prolongerai sur les préoccupations qu'ont les jeunes générations et que nous devons aussi avoir et comment on peut essayer d'affronter les changements globaux qui arrivent. Alors, l'ancien vu de l'ingénieur. Alors, pour nous, chercheurs, ou pour certaines branches de chercheurs, on va s'intéresser à la dimension de l'écosystème, avec toutes les dimensions qui vont tourner pour faire que l'éco-locos, l'habitat dans sa dimension dépasse ce qu'est le bâti, ce qu'est le bâtiment. Et donc, c'est cette grille de lecture que j'ai dans mon activité. Donc, ce bâti ou cet habitat sera marqué par sa diversité, son unicité à chaque fois, donc unicité de chaque habitat, chaque bâtiment, une grande variété de typologies de bâtiments, que ce soit du résidentiel, du tertiaire, évidemment, industriel, etc. On peut aborder la question du confort et de ses habitants, de ses usagers, de ses occupants. Ça ne veut pas dire la même chose, habitants, usagers, occupants. Derrière, on a des modèles de représentation de la façon d'habiter qui sont différentes et des modèles de pensée qui sont aussi différents quand on va poser la question de la réhabilitation de l'ancien. Le secteur du bâtiment, la différence du secteur des travaux publics, dont on parle beaucoup, le secteur du bâtiment est, comme vous le savez, un secteur qui couvre plus de 100 métiers différents, 100 expertises différentes, et il faut arriver à travailler avec tous ces métiers, toutes ces expertises, et on rencontre évidemment une forme de complexité à maîtriser tout ce qui peut se passer, tous les échanges qu'il y a. Une autre dimension, évidemment, dans l'habité, qui est l'environnement. Alors, dans une démarche de développement durable, on a 3 piliers qui sont souvent mis en avant, l'environnement, le social et l'économie, mais on peut trouver d'autres dimensions. Cette grille de lecture ne doit pas être limitée à ces 3 piliers. On peut trouver d'autres disciplines qui vont nous permettre de caractériser ce qu'est le bâtiment durable, le bâti ancien ayant déjà des caractéristiques d'un bâtiment durable, parce que pour une grande partie, il a pu traverser différentes générations. Et donc, il faut aussi le regarder avec un certain nombre de propriétés qui lui permettent donc de se projeter dans le XXIe siècle et des propriétés qu'il ne faut pas détruire, évidemment, quand on va intervenir sur le bâti.
Une des difficultés qui est rencontrée aussi, c'est la confusion entre la restauration, la réhabilitation et la rénovation. Du côté de l'ingénieur, la restauration visera plutôt à travailler sur la dimension esthétique et la beauté du bâtiment, donc une dimension qui sort du cadre habituel de l'ingénieur. Sur la dimension de la réhabilitation, on sera sur une dimension plutôt fonctionnelle, et sur la question de la rénovation, sur une dimension structurelle. Ça peut se discuter, je suis d'accord, mais en fait, dans ma présentation cet après-midi, je suis sur ce modèle-là de pensée. Une des difficultés rencontrées également pour intervenir sur le bâti, c'est l'allotissement, le découpage finalement de quelque chose qui est complexe, qui est en pleine interaction, que ce soit le bâtiment, l'enveloppe, les ouvertures, l'occupant, l'environnement, dans toutes ces dimensions, et qui finalement, quand on veut intervenir, nous oblige à découper en fait cette complexité, à la réduire et à travailler un certain nombre de corps de métier qui peuvent rencontrer des difficultés à dialoguer entre elles et à communiquer entre elles. La somme des différentes parties pouvant dépasser la globalité, l'ensemble étant plus que la somme des parties, c'est quelque chose qu'on doit vraiment avoir à l'esprit dans la dimension du bâtiment. Autre élément sur la question de la réhabilitation énergétique qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est la dimension climatique. Le positionnement du soleil, la question du soleil a de tout temps été quelque chose de fondamental sur le bâti et l'habitat. Donc il faut l'avoir à l'esprit. Et les modifications du système climatique, notamment actuellement, sont des choses qui perturbent et qui impactent directement le bâti. Alors il y a plusieurs découpages là aussi sur les différents systèmes climatiques que l'on a à maîtriser pour pouvoir essayer d'améliorer la performance énergétique. C'est tous les systèmes climatiques liés à l'atmosphère, donc qui changent avec la modification des émissions de gaz à effet de serre, et donc la composition atmosphérique change. Les océans, problématiques de l'eau, je reviendrai là-dessus, les problématiques de froid, de chaud et de froid également, les problèmes de sol, de terre, et les problèmes du vivant liés au biosphère, biovivant, bioclimatique, etc. Et tout cela est évidemment touché aujourd'hui parce que l'on constate. Donc, va se poser la question de peut-on continuer à habiter demain ? Une chose importante qui a été brièvement évoquée ce matin, et dans les présentations et professionnellement, c'est ce qu'on rencontre, c'est d'aborder finalement la performance énergétique uniquement par une mesure des kilowattheures. Et donc, on a finalement un bâtiment et on essaie de fournir un certain nombre, une quantité d'énergie pour remédier à des défauts finalement de conception, d'ingénierie ou initiales qui font que le bâtiment lui-même n'est pas capable d'assurer un niveau de prestation ou un niveau de confort. Et donc, pour compléter et répondre à ce défaut de conception, on y ajoute donc des systèmes et des équipements de génie climatique qui vont permettre d'assurer le niveau de confort. Ce que ces schémas veulent montrer aussi, c'est que pour atteindre le meilleur niveau de prestation, le niveau de confort, on a bien sûr les énergies fossiles, mais il y existe également beaucoup d'autres ressources sur lesquelles il faut travailler pour pouvoir atteindre ce niveau de confort. Donc évidemment, le soleil, la terre, l'eau, etc., le vent, etc. Donc il va falloir explorer, exploiter pour pouvoir répondre aux défis qui arrivent. Autre élément important à considérer, c'est quand on parle de la consommation d'un bâtiment et qu'on parle des kilowattheures, ceci n'a malheureusement pas de sens si on ne met pas en face le niveau de prestation et le niveau de confort. On peut concevoir des bâtiments qui consomment 0 kWh par mètre carré par an, mais ils sont inconfortables. Il faut absolument avoir en face un niveau de consommation d'énergie, un niveau de confort. Et le niveau de confort ne se mesure pas uniquement en degrés. Donc, je vais revenir sur les questions donc, du confort. Donc le confort est quelque chose de complexe au sens d'Edgar Morin, de Jean-Louis Lemoine, de Forester, etc., le Club de Rome, etc. Et vous avez dans cette difficulté sur le confort le fait que le confort est lié à l'humain, il y a des facteurs humains et que malheureusement on ne pourra pas tout maîtriser, tout connaître et tout savoir sur l'humain. Donc de cela naît une complexité et l'impossibilité de développer une expertise parfaite et complète sur le niveau de confort qu'on recherche ici dans le bâtiment. On peut bien sûr réduire cette complexité en travaillant par discipline. Donc on peut aller sur le registre du physique, simplement ce que les ingénieurs font et sont formés pour cela. Et donc on va parler du confort comme un état d'équilibre thermique entre le corps humain et les conditions d'ambiance.
Alors derrière tout cela, et donc avec la volonté de rationalisation bien française, on va chercher à trouver des définitions, à faire des réglementations, des normes. Il y a des normes françaises, il y a des normes européennes, des normes internationales. Les définitions ne sont pas les mêmes. Donc à chaque fois qu'on s'exprime sur la question du confort thermique, il faut toujours faire référence donc aux documents ou aux textes sur lesquels on s'appuie pour ensuite proposer donc une réflexion et un débat. Alors, sur la question du confort, il faut revenir aux fondamentaux. Il ne faut pas les oublier. C'est les phénomènes de transfert thermique qui sont, je le rappelle, et je pense que c'est toujours bon de les rappeler, les phénomènes de rayonnement qui sont la propagation de la chaleur dans le vide par ondes électromagnétiques, donc sans support. Vous avez les phénomènes de convection qui sont la propagation de la chaleur par mise en mouvement des fluides. Et vous avez également la conduction, qui est la propagation de la chaleur par le contact. Donc, ces fondamentaux sont essentiels et sont trop souvent oubliés pour pouvoir ensuite apprécier toutes les situations complexes et uniques que l'on rencontre dans le bâtiment. Et lorsque l'on veut s'intéresser à l'occupant, il va falloir tenir compte également de l'humain, qui participe aussi comme étant un système thermorégulé, comme quelqu'un qui est capable de produire de la chaleur, notamment par phénomène de respiration et évapotranspiration, qui va permettre de réguler le corps humain. Ici, vous êtes dans la salle environ, je dirais, 150-200 personnes. On émet chacun environ 100 watts. Donc, vous avez 20 kilowatts d'émission. Vous avez plusieurs radiateurs là qui chauffent depuis ce matin. Et donc, la température de l'amphi a déjà augmenté, ne serait-ce que par votre présence. Et donc, la notion de confort liée aussi à l'occupation, etc., etc. Donc, je n'avance pas plus, mais c'est des phénomènes que l'on peut modéliser plus ou moins précisément en raison de la diversité, la caractérisation de l'humain. Donc, tout à l'heure a été très bien rappelé les différents facteurs, les 4 facteurs fondamentaux qui caractérisent le confort thermique. La température de l'air sec, qui n'est pas la température de l'air humide, d'autres subtilités physiques. La température moyenne radiante, donc qui va intégrer là, les phénomènes de mouvement d'air, entre autres. La vitesse de l'air qui l'hiver peut être considérée comme étant défavorable, mais qui l'été est tout à fait favorable. Il est très intéressant d'avoir des mouvements d'air, la ventilation et des courants d'air l'été pour améliorer le confort. Et puis la question de l'humidité relative. La question de l'humidité relative, comme les autres paramètres, trouvent leur pertinence et leur intérêt sur une plage, c'est-à-dire que le confort, on ne le trouve pas à 19 degrés exactement ou à 26 degrés. L'humidité relative, elle n'est pas décrite comme étant à 50% une situation de confort. C'est une plage à chaque fois qui doit être proposée, c'est-à-dire entre 35 et 75% sur l'humidité, sur la température, c'est une plage qui joue. Et cette plage, en fait, cette zone de confort, elle dépend aussi beaucoup de l'individu. Et donc, il ne faut pas oublier dans la caractérisation également du confort thermique les personnes que l'on a considérées dans le bâtiment ou dans l'habitat. Que ce soit dans une maternelle, une maison de retraite, dans une université, etc. Je n'ai pas le même métabolisme des acteurs, des personnes. Donc, doivent être concernés également le métabolisme des personnes, ce qui sont en pleine forme, hommes, femmes, etc. Donc, le métabolisme, la thermorégulation n'est pas la même et la vêture n'est pas la même. Donc la vêture, l'habillement, je regarde, on est tous à peu près dans la même situation de confort. On a un pull en laine, donc on se protège. Je ne sais pas si la salle est chauffée, mais bon, on a toute la chaleur qui est produite par nos corps, etc. Donc on voit émerger donc, une grande complexité sur le confort qui est liée à l'occupation et aux personnes qui sont présentes. Le confort, malgré cela, on peut quand même le mesurer. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Soit on est sur des approches sciences humaines et sociales, on va mettre en place des enquêtes, des interviews qui doivent être définies et sur mesure avec des professionnels et des experts de l'enquête pour chaque type de bâtiment. Et puis, on peut faire des mesures, les ingénieurs aussi complètent donc la perception et le ressenti des personnes par des mesures physiques, parce que pour différentes raisons, et là aussi, il y a une dimension psychologique dans le confort. Il se peut que les déclarations des personnes doivent être vérifiées et validées par des mesures physiques. Donc, on va retrouver donc les mesures physiques qui permettent de caractériser les 4 paramètres de confort fondamentaux. Et puis, on pourra rajouter d'autres mesures, comme la mesure de gaz carbonique, de la pollution, la mesure thermohygrométrie. On peut rajouter le sonomètre, on peut rajouter l'acoustique, on peut rajouter l'éclairage, etc., etc.
Dans les modèles de confort, alors vous voyez, on dépasse la température, puisque je viens de vous expliquer que la température n'est pas et j'ai vu passer aussi le TIC tout à l'heure, la température intérieure conventionnelle, ne sont pas des grandeurs qui caractérisent le confort, mais des grandeurs conventionnelles. Et donc, ce qui est conventionnel et qui fonctionne relativement bien dans le bâti industriel qui est automatique. Nous avons des voies. Le bâtiment est hanté. Donc, ce que je veux dire, c'est que la mesure du confort, elle se fait aussi par la combinaison d'un certain nombre de paramètres. Et donc, ce qui approche un peu plus le confort dans une pièce, dans un habitat, dans un bâtiment, c'est la température opérative, qui est une combinaison de la température radiante, de la température de l'air, combinée avec des coefficients qui traduisent la mise en mouvement de l'air dans une pièce. Vous avez un autre paramètre que vous avez sans doute vu passer de ci, de là, qu'on appelle le PMV ou le PPD, donc qui a été mis au point par Fenger dans les laboratoires et donc qui permet de mesurer le confort dans des bâtiments. Donc le PMV, c'est le vote moyen prévisible et le PPD, c'est le pourcentage de personnes insatisfaites. On doit considérer que dans tout bâtiment, il y a des personnes qui sont insatisfaites. On ne peut jamais avoir 100% de personnes satisfaites. Il y a toujours 10% de personnes qui peuvent être insatisfaites et qu'on accepte pour considérer que c'est des conditions de confort. Cet indicateur de PMV que l'on trouve souvent dans le bâtiment fonctionne relativement bien. Des travaux de recherche ont montré qu'il était relativement pertinent dans des ambiances et des bâtiments qui étaient dans des ambiances qui étaient stabilisées, homogènes. Mais à partir du moment où vous voulez essayer de caractériser les situations de confort l'été, où vous avez beaucoup plus d'hétérogénéité en raison notamment des variations de température ou de la mise en mouvement de l'air, ces indicateurs ne fonctionnent pas. Ils surestiment en fait l'inconfort. Et donc, ensuite, quand ils sont utilisés pour dimensionner les systèmes en génie climatique, ils conduisent à des mauvais dimensionnements. Autre forme de caractérisation du confort, peut-être que vous avez vu cela, enfin les professionnels du génie climatique connaissent, ce sont les diagrammes psychrométriques qui renvoient donc à les questions d'humidité, qui sont à plusieurs entrées, puisque le confort demande qu'il y ait plusieurs entrées, plusieurs paramètres. Donc, on définit des zones de confort, ce genre de tabac, en fait, qui simplifie en fait la lecture et la recherche d'une situation de confort. Donc, pour des professionnels, c'est intéressant. Plutôt que de passer vers des formules de calcul et mathématiques, on peut aller et exploiter donc des abacs qui sont plus faciles de lecture. Mais, problème, c'est que tous ces modèles-là nous laissent encore sur notre faim et approchent encore de très loin ce qu'on observe et la réalité de ce qui peut être mesuré et constaté dans les bâtiments. Et l'expérience nous montre que finalement, les personnes sont capables de s'adapter à leur environnement. Il y a différents mécanismes d'adaptation qui sont très difficiles à modéliser puisqu'ils font intervenir à la fois des dimensions physiques, des dimensions physiologiques et des dimensions psychologiques. Donc il faut aller chercher dans toutes les disciplines la combinaison de ce qui va permettre de caractériser des dimensions qui peuvent être des dimensions comportementales, la capacité de l'individu à s'adapter, à retirer sa veste, à remettre sa veste, à se déplacer, à se lever. Il y a d'autres phénomènes qu'il faut intégrer, qui est l'expectative, c'est-à-dire que quand vous vous promenez dans une rue piétonne l'été qu'il fait très chaud, vous savez que si vous rentrez dans un commerce climatisé, vous allez avoir froid, mais cette sensation de froid, vous l'attendez et vous allez supporter la situation d'inconfort de froid pendant 10 ou 20 minutes et après, vous ne ressentirez plus ce froid. Donc ces phénomènes-là sont des phénomènes de capacité d'adaptation de l'individu dans différents environnements. Donc il faut toujours être attentif lorsqu'on travaille sur le confort, sur le fait que le confort est quelque chose de dynamique et d'une grande complexité et sur lesquels il y a toujours des projets de recherche pour essayer de modéliser ce qu'est le confort. Donc dans les modèles de simulation thermique dynamique, quand on cherche finalement la performance et le confort par la température, ça peut fonctionner sur des bâtiments où il n'y a pas trop de complexité qui est liée à la caractérisation thermique des bâtiments et qui ont une occupation qui va être finalement standardisée, qui ne correspond pas forcément à ce qu'on peut observer dans des bâtiments qui sont plus hétérogènes, plus complexes, plus élaborés, qui sont plus en interaction avec l'habitant. Donc l'évolution de la zone de confort. La zone de confort, donc on nous demande de respecter le 19 degrés aujourd'hui. L'été, la zone peut supporter des températures supérieures.
Finalement, lorsqu'un bâtiment est bien conçu, la zone de confort suit en fait la variation climatique, l'hiver et l'été, et donc sans système de génie climatique, on ne doit pas avoir besoin de chauffer ou de refroidir. Si on est obligé de chauffer ou de refroidir, c'est qu'il y a un défaut de conception et d'appréhension des interactions entre le bâtiment et son environnement. Alors ça soulève un certain nombre de questions modélisées, et donc cela veut dire, entre autres, quand on mène des enquêtes sur le confort, qu'on n'obtiendra pas du tout les mêmes résultats quand on va faire les enquêtes l'hiver, au printemps, l'été, et que quand on veut diagnostiquer un bâtiment et faire des mesures avant de caler le modèle de simulation thermique dynamique, il faut couvrir au moins une année de mesures. Voici donc pour le confort. Alors, combien y a-t-il d'études internationales qui lient le confort, les problématiques de performance énergétique et les problématiques du bâti ancien? Alors, je suis allé chercher dans les bases de données qu'on utilise dans le monde de la recherche, bases de données internationales, les revues internationales. Donc, on sort du périmètre français. Hein. On va aller voir un petit peu ce qui se fait en termes de recherche au niveau international. Et donc, sur la période de 1978 à 2014, donc plus de 35 ans, vous avez là donc les productions de nombre d'articles scientifiques qui apparaissent. Alors, on voit donc évidemment une augmentation du nombre de productions d'articles scientifiques sur la question de la performance énergétique et du confort thermique dans le bâti historique, le bâti ancien. Ce qu'il est intéressant de noter donc, dans cet article, c'est que les personnes qui ont étudié en fait, le nombre de productions d'articles scientifiques et donc d'activités de recherche a été mis en corrélation avec le PIB, le produit intérieur brut. Et donc, qu'est-ce qu'on observe finalement? C'est que lorsqu'il y a une période de crise économique, alors PIB, on peut discuter sur le PIB, je ne rentre pas là-dessus, il vaut ce qu'il vaut. Mais quand il y a une période de crise, il y a des productions d'articles scientifiques sur les problématiques de performance énergétique des bâtiments et de confort thermique. Sur la période de 1978 à 2014. Je n'ai pas regardé la suite, je n'ai pas trouvé d'article récent mais je pense que la période Covid a modifié vraiment ce qu'on pouvait faire. Mais ça, je trouvais que c'était intéressant de se dire que peut-être qu'aujourd'hui, où on est dans une période de crise, on va voir émerger des activités de recherche qui vont essayer de trouver des réponses et des solutions aux difficultés qu'on rencontre. Alors, ce que décrit également cet article scientifique, c'est que les articles publiés sur ces thématiques-là sont essentiellement des articles produits en Italie, des articles produits aux États-Unis, en Angleterre, en Espagne, en Chine. La France, elle n'apparaît pas dans les premiers. Ensuite, les âges des bâtiments qui ont été étudiés, on est plutôt sur du XXe siècle, et puis ensuite, ça se répartit un petit peu jusqu'à la période médiévale. Les objets d'études de ces articles scientifiques étaient pour une grande majorité la recherche de la performance énergétique et de la qualité du confort thermique. Ensuite, il y avait d'autres problématiques de conservation du patrimoine, ou de conservation des œuvres, des intérieurs du second œuvre, mais qui étaient des objectifs secondaires dans ces recherches. Ensuite, quel type de bâtiments ont fait l'objet de recherche? Donc, principalement des bâtiments résidentiels, donc on est sur du logement. Ensuite, des bâtiments religieux. Ensuite, les écoles. Et ensuite, les bâtiments de théâtre, de spectacle et autres. Sur cette période-là, il n'y a qu'une seule étude qui a été publiée au niveau international. C'est l'étude Battant, que certains d'entre vous connaissent, qui est sortie donc, autour de 2010. Donc, je reviens rapidement sur cette étude-là. Donc, avant qu'il y ait cette étude Battant, en fait, ce travail de recherche qui a été financé par le ministère, il y avait eu une préétude qui avait montré que le bâti ancien, par une connaissance empirique et par des échanges, présentait un certain nombre de caractéristiques en termes de qualité thermique, problématiques d'inertie, d'humidité,
ventilation. La consommation qu'on avait sur les factures était inférieure à la consommation moyenne des bâtiments que l'on pouvait voir. Ils n'avaient pas forcément des performances éloignées de ce que l'on pouvait envisager. Et qu'il y avait également, et on voyait rapidement, et sans le caractériser de façon formelle, une surestimation des consommations d'énergie dans le bâti ancien. Donc, au vu de cette préétude, Battant a été mise en place. Et donc, on a constaté, cette fois-ci sur un échantillon de bâtiments, que les modèles de simulation thermique, ça rejoint un petit peu la discussion sur le DPE tout à l'heure, les modèles de simulation thermique ne sont pas en capacité de calculer de façon fiable la performance énergétique du bâti ancien en raison de sa complexité, d'un certain nombre d'inconnus, d'un certain nombre de paramètres qu'on ne maîtrise pas. Et donc, ce qu'on voyait ici, c'est que la réglementation surestimait la consommation d'énergie pour la majorité du bâti ancien, et puis que les premiers modèles de calcul du DPE également surévaluaient cette consommation. Alors, c'est la période aussi où se met en place le DPE, 2006-2010. Et donc, l'idée du ministère à l'époque, c'est pas d'utiliser le DPE pour calculer la performance énergétique d'un bâtiment. L'idée du ministère, c'est lors de chaque transaction immobilière, c'est de mettre un paramètre en plus dans la négociation qui est la question de l'énergie. C'est tout. Et donc, l'idée, c'est de dire, bon, on va rajouter une étiquette et on va se poser la question de la consommation du bâtiment. Ensuite, et c'est ce qu'on a pu observer, c'est que l'outil DPE a été détourné de son objectif qui était une simple évaluation sur un calcul conventionnel qui ne correspond pas, quand on regarde les codes de calcul, au comportement thermique du bâti ancien, mais qui est un modèle de calcul qui s'appuie en fait sur les réglementations thermiques qui ont été mises en place après les années 70. Donc après les années 70, vous avez des réglementations thermiques qui sont mises en place pour faire en sorte que les bâtiments après la crise du pétrole soient de plus en plus performants. Et ces codes de calcul sont le noyau finalement de ce modèle de calcul du DPE. Donc il ne faut pas utiliser le modèle et l'outil du DPE pour dire que tel bâtiment va consommer telle quantité d'énergie ou non, puisque ce n'est pas fait pour ça. D'accord ? Alors, le DPE a été modifié dernièrement. Je n'ai pas vu d'études me disant quelle était la qualité du nouveau modèle, mais on sait que la modélisation thermique du bâti ancien est d'une très grande complexité, et Battant nous a montré comment on pouvait essayer d'approcher la performance du bâti ancien. Et alors, ce qu'il faut retenir, et je l'ai vu que dans d'autres études et beaucoup d'autres études, on utilise un peu l'organisation scientifique qui va permettre de produire de la connaissance sur le bâti ancien. Elle s'appuie sur, au départ, un état de l'art du comportement sur un type de bâtiment. Donc on choisit vraiment un type de bâtiment dans son environnement. Donc on travaille sur l'écosystème. On ne travaille pas uniquement sur le bâtiment déconnecté de son environnement. Et donc, à partir de là, on peut faire du benchmarking, du référencement au niveau français, au niveau international. Et puis, il y a deux parties qui sont, à mon sens, très importantes, qui est la partie de terrain, connaissance effective du bâtiment sur le terrain. Donc, ça veut dire visite, mesure, campagne de mesure. Et donc, sur le bâti ancien, c'est au minimum un an, campagne de mesure. Donc, ça veut dire de l'enregistrement, etc., etc. Alors que vous devez avoir en face l'approche plus théorique qui va permettre de produire un modèle de calcul et de représentation en fait, du comportement thermique de ce bâti ancien pour pouvoir ensuite tester les solutions de réhabilitation et de rénovation. Faut-il isoler, pas isoler, etc., etc. Donc, tant qu'on ne dispose pas d'un modèle thermique validé sur un bâtiment ancien, on peut s'interroger sur la qualité du résultat numérique. Et donc, une fois qu'on a ce modèle, on vérifie que ce modèle est en capacité de représenter ce bâti ancien sur d'autres bases de données. Donc, un esprit critique cartésien qu'il faut mener jusqu'au bout sur le bâti ancien. Alors, Battant avait produit des choses qu'on retrouve aujourd'hui en termes de typologie dans beaucoup d'études, c'est-à-dire une approche sur l'implantation qui est aussi une façon de faire le lien entre le bâti et ses environnements. Implantation en zone urbaine, mais également en zone rurale. Il ne faut pas oublier également différentes implantations de bâtiments. Les comportements sont très différents. On peut aussi
se préoccuper de ce qui se passe près de la côte, ce qui se passe en montagne, etc., le relief, etc. Extrêmement important sur le bâti ancien. Le lien entre le bâti ancien et les caractéristiques bioclimatiques et de territoire sont très fortes. Donc, dans la connaissance du comportement, c'est aussi une des complexités que l'on a. Autre élément qu'il faut considérer sur le bâti ancien, ce qu'avait dit Battant, c'est qu'il faut s'intéresser pas uniquement aux matériaux, même si les matériaux ne sont pas des matériaux industriels, sont des matériaux locaux dont on ne connaît pas toutes les propriétés. Donc on ne connaît pas la conductivité, on ne connaît pas le mode de mise en œuvre, peut être très différent d'une partie du bâtiment à une partie du bâtiment. Alors je ne vous explique pas pour la caractérisation de la performance thermique ou des lambda, des coefficients de conductivité. On a des marges d'erreur qui sont importantes. Ça n'empêche pas qu'on ne peut pas ne pas faire l'étude, mais il faut la faire sur une plage marge d'erreur. Est-ce qu'on a une marge d'erreur de 20%, de 30%? Dans ce cas-là, on conduit l'étude avec cette marge d'erreur. Pourquoi pas? C'est des pistes qu'il faudrait explorer. Ce que Battant avait montré aussi, c'est que par rapport aux modèles réglementaires à l'époque, les modèles réglementaires ne considéraient que des bâtiments avec une inertie forte et on a pu constater que du fait de l'épaisseur des parois notamment et des systèmes constructifs en place, il fallait considérer une autre classe de caractérisation du comportement thermique qui étaient des bâtiments à très forte inertie. Donc ça, c'est aussi des pistes qui sont apparues et qui n'ont pas forcément été développées, avec la question de l'inertie qui touche deux dimensions. Ce n'est pas uniquement un problème de déphasage et de report finalement de l'onde thermique qui arrive dans le bâtiment, c'est aussi une capacité du bâti à stocker de la chaleur. Donc dans la question de l'inertie, il y a deux dimensions qu'il ne faut pas oublier. Souvent, on oublie une, c'est on oublie souvent la capacité du bâti à stocker la chaleur. Alors ça, c'est favorable pour se protéger du chaud, mais également pour se protéger du froid. Il faut voir ça aussi donc dans le bâti ancien. Et donc les différents matériaux aussi également étaient explorés. Et on a vu effectivement dans les bases de données qu'il nous manquait des caractéristiques sur certains matériaux. On pourrait rajouter aujourd'hui que les matériaux biosourcés sont des matériaux qui font l'objet de travaux de recherche de tous les côtés. Il y a eu la question sur la performance sur le chanvre. Donc il y a d'autres matériaux qui sont explorés, qui sont testés en ce moment. Il y a tout ce qui touche l'intégration finalement de lin, d'autres végétaux, mais également tout ce qui vient du monde de l'animal aussi. Il y a des combinaisons qui sont en train d'être étudiées et on essaie donc de caractériser les performances de ces nouveaux matériaux biosourcés. Donc ça va varier de la mise en œuvre, ça va varier également avec le pourcentage de matériaux que l'on met. Est-ce qu'un béton avec 1% de laine de chanvre, c'est un béton vert, point d'interrogation, etc., etc. Donc là aussi, des caractéristiques aussi qu'on ne maîtrise pas. Il faut être prudent sur la caractérisation de ces matériaux biosourcés parce que on sait, il semble que ces matériaux émettent moins de polluants que des matériaux artificiels. C'est les premiers résultats qu'on a. C'est à confirmer. Et puis, la caractérisation d'un matériau, ce n'est pas non plus la caractérisation d'un bâtiment. La mise en œuvre et le vieillissement de matériaux en situation est quelque chose qu'on ne connaît pas encore et donc sur lesquels il faudrait aussi conduire de la recherche. Donc, ne pas transposer les caractéristiques à l'échelle des matériaux, à l'échelle du bâtiment. Donc ça, il faut être prudent là-dessus, ça vous le savez. Sur les visites in situ, de la même façon que pour le confort, on peut mener des campagnes de mesure in situ sur le bâti et donc on équipe les bâtiments d'un certain nombre de matériel, d'instrumentation. Là aussi, il y a des domaines d'utilisation de cette instrumentation, de ces matériels sur lesquels il faut être très attentif et puis ça nécessite également un suivi, le fonctionnement. C'est pas rare qu'il y a toujours quelques capteurs qui tombent en panne sur l'année, etc., etc. Donc il y a là aussi un investissement à avoir sur cette partie de meilleure connaissance et caractérisation des propriétés physiques des bâtiments anciens. Les résultats, donc la consommation d'énergie sur les logements anciens n'était pas si critique que ça à l'époque. Attention à la répartition thermique. J'ai vu des schémas qui circulent beaucoup sur la répartition thermique par la toiture, etc., etc. Je vous invite à faire ces calculs-là sur vos bâtiments parce que ce n'est pas évident, un, à faire, et deux, la répartition, elle n'est pas homogène et surtout, compte tenu de la variété des bâtiments, la diversité des bâtiments. A été cité le 1,7 %. C'est une moyenne qui est fournie par l'ADEME depuis longtemps. Sur le bâti ancien,
je ne sais pas si c'est 1 degré, 1%, 1 degré, 20%, je ne sais pas. À chaque fois, c'est... Et donc, il nous manque, en fait, il nous manque à chaque fois de la connaissance et de la donnée en raison de cette complexité du bâti ancien. C'est ça qu'on a du mal à défendre, en fait, vis-à-vis d'instances qui veulent massifier la rénovation. Je rebondis un petit peu sur les choses, qui sont finalement derrière cela des modèles de pensée qui ne correspondent pas au modèle de conception du bâti ancien. On pourrait différencier la dimension artisanale du bâti ancien, avec toutes ces dimensions, et la dimension plus industrielle du bâti après la Seconde Guerre mondiale, pour faire simple, où le modèle industriel, dans sa façon de penser, est en train de fortement imprégner notre capacité à représenter les choses, à prendre des décisions. Donc, attention à ne pas utiliser le modèle de pensée industriel sur la compréhension et les interventions sur le bâti ancien. Donc ça, on va dans la philosophie, mais il y a un certain nombre de philosophes français qui ont développé ces points-là. Et donc, attention, ça renvoie aussi, si on va plus loin, et je toucherai 2 mots sur le numérique tout à l'heure, parce qu'on n'a pas parlé du BIM et autres, sur la question de la relation entre l'homme et la machine, et où ça ne fait pas forcément bon ménage sur le bâti ancien, et ça peut plus facilement, effectivement, fonctionner sur du bâti industriel, sur les usines, etc. Donc, attention à cette dimension-là. Confort divers, donc malgré tout satisfaisant dans le bâti ancien, avec toutes les stratégies d'éco-gestes que j'ai entendues dans la journée, capacité finalement que permet le bâti ancien de s'adapter à des conditions hivernales anormales. C'est ce que ne permet pas forcément l'habitat moderne. Donc ça, c'est aussi une richesse qu'il faut défendre sur le bâti ancien. Et puis, sur les conditions de confort d'été, évidemment, le bâti ancien a des qualités qu'il faut protéger pour faire face aux phénomènes de canicule qui arrivent et réduire finalement la demande de rafraîchissement et de climatisation. Le bâti ancien dispose d'un certain nombre de principes de conception qui intègrent cela. Si on va revoir ce qui se passe dans les pays chauds, l'architecture des pays chauds nous enseigne beaucoup sur des stratégies qu'on peut mettre en œuvre, sur les matériaux, sur les principes de conception, de ventilation, etc., qu'il faut vraisemblablement réactiver sous nos latitudes compte tenu du changement climatique qui est en cours. Donc des qualités sous confort à ne pas détruire avec, vous posez la question de l'isolation, évidemment l'isolation va mener à créer une boîte hermétique, ce qui est catastrophique pour l'été, puisque finalement, pour pouvoir assurer le confort dans ces bâtiments-là, il va falloir mettre de la climatisation. Alors après, il y a l'astuce qui est de comment la climatisation, là on peut encore parler des panneaux solaires et des énergies renouvelables, si la climatisation est alimentée par des énergies renouvelables, on peut évidemment contourner la difficulté, mais on perd toute la qualité patrimoniale etc. du bâti ancien. Donc il y a des arguments là aussi à travailler. Donc à ne pas douter, le bâti ancien est très intéressant pour ce qui est en train de se passer au niveau climatique aujourd'hui. Alors bilan de Battan, je ne reviens pas là-dessus, je vous ai donné les grandes lignes et vous trouvez l'étude Battan, je crois, sur les plateformes de Maison Paysanne de France, CEREMA. Et donc cette étude-là a aussi permis au CEREMA de lancer en fait ATEBA et le CREBA, puisque l'équipe et le ministère a considéré qu'il y avait là des connaissances qu'il fallait partager, qu'il fallait capitaliser. Et donc ça a été l'origine finalement de CREBA, etc. Mais on reste aujourd'hui sur plus de la capitalisation que sur la production de connaissances. On me dit qu'il me reste 5 minutes. Alors les défis. Je vais parler des défis brièvement, mais ça me paraît important. La question de la transition énergétique. La facture énergétique n'étant pas encore assez élevée, il faut vraiment envisager d'arrêter le recours aux énergies fossiles et de basculer sur d'autres formes d'énergie pour pouvoir répondre aux besoins de confort. Donc plusieurs stratégies. Donc travailler évidemment sur la conception, les propriétés, les caractéristiques du bâti ancien, si on se passe dans le cas du bâti ancien, pas les détruire, les exploiter au maximum, raisonner pas uniquement sur la question de l'hiver, mais également sur la question de l'été. C'est un équilibre qu'il faut trouver éventuellement avec des ajustements qui peuvent être des modifications, de rendre l'immobilier mobile,
travailler sur la migration intérieure dans les bâtiments, sur un certain nombre d'actions qui peuvent être menées pour pouvoir assurer le confort à la fois l'été. La préoccupation, à mon sens, qui est en train d'émerger de façon forte, ça ne va pas être une problématique hivernale, mais vraiment une problématique estivale. Donc là, il faut aller chercher les énergies renouvelables. Donc, c'est le solaire, donc toutes les techniques de solaire. Vous avez eu juste avant une petite intervention sur les panneaux solaires. Un très grand manque de recherche sur les équipements et les produits solaires qui pourraient être proposés pour être posés sur les bâtiments, à proximité des bâtiments. Là, on manque vraiment de recherche là-dessus. Manque également de réflexion, de retour d'expérience, même si on sait qu'à l'étranger, ça marche bien, c'est toute la géothermie. N'oubliez pas la géothermie, sans toucher la nappe phréatique, on traverse la nappe phréatique et on va aller chercher le chaud et le froid dans les profondeurs, plusieurs dizaines de mètres. Ça, ce sont des stratégies qui fonctionnent relativement bien, notamment dans le milieu dense, dans les quartiers classés, denses, où on n'a pas d'espace. Explorer cela. Il y a toutes les stratégies de ventilation hybride, entre le jour et nuit. Donc là-dessus, beaucoup d'actions de recherche à mener pour les caractériser, notamment les intégrer dans les modèles de simulation thermique. Les bureaux d'études ne disposent pas toujours de cette offre. Sur le changement climatique, l'émergence des îlots de chaleur urbains en ville, donc qui rendent les villes inhabitables. Donc, est-ce que le bâti ancien va nous permettre d'être une réponse pour pouvoir faire en sorte qu'on ait une moins forte demande de climatisation et de rafraîchissement sur ce bâti ancien qui se trouve dans les quartiers îlots de chaleur urbains? On est sur Lyon sur des températures supérieures à 40 degrés l'été, donc on a une migration forte des Lyonnais vers la campagne ou vers les Alpes, mais on est début du phénomène. Problématique de pollution également, donc je ne développe pas plus, si ce n'est que le bilan carbone n'est pas un outil satisfaisant pour pouvoir évaluer la performance environnementale d'un bâtiment. Il vaut mieux aller chercher sur le coût total des déchets ou le coût environnemental des déchets ou l'analyse de cycle de vie. Le bilan carbone est un biais qui permet de favoriser un certain type d'énergie. Sur le numérique, attention au modèle de représentation numérique qui biaise complètement finalement la réalité et la complexité du bâti ancien. La période Covid nous a montré que, notamment pour nos étudiants qui n'avaient pas pu aller sur les terrains et voir ce qu'étaient des bâtiments, c'était assez catastrophique. Et donc, ils avaient une représentation du bâtiment qui ne se faisait que par des écrans. Et donc, on essaie d'y remédier aujourd'hui en augmentant le nombre de visites et de rencontres avec les professionnels. Mais attention au BIM également, qui n'est pas forcément un outil adapté pour le bâti ancien, compte tenu de la complexité, etc. On pourrait développer tout ça. Il me reste quoi, 1 minute? Je balaye les choses rapidement, mais et je termine en 2 minutes. Plus pour les problématiques de montée des eaux sur le bâti ancien, des villages engloutis. C'est des choses qu'on a connues dans le passé qui peuvent aussi nous aider à reposer les problèmes quand on a un patrimoine qui est menacé par la mise en place d'équipements qui vont répondre à des besoins énergétiques. Les choses sont en train d'émerger de différentes façons et donc on a du patrimoine qui est menacé par ces phénomènes-là. Je fais le lien avec le travail de l'UNESCO sur les sites patrimoniaux ou périmètres de la Méditerranée qui sont menacés par la montée des eaux. Un certain nombre d'actions de sensibilisation pour montrer quelle est la menace qui pèse sur un certain nombre de patrimoines que vous connaissez peut-être. Pas oublier les problématiques de sécheresse, donc des solutions qui visent à démonter, remonter des bâtis, les problématiques de sol, à développer les problématiques de sol, de menaces finalement sur du patrimoine ancien, sur les châteaux, déstabilisation des constructions. Donc, si vous avez besoin d'une expertise aussi, il y a une expertise, mais qui n'est pas neutre, qu'il faut savoir aussi contre-expertiser, c'est l'expertise des assurances. Ils ont beaucoup d'informations du côté des assurances sur ce qui est en train de se passer en raison des problèmes de sécheresse et de modification finalement d'un certain nombre de capacités structurelles sur du bâti. Les problèmes de l'air, modification de l'air, donc il y a les zones faibles émissions qui émergent, qui sont en débat, et ça participe ça aussi de la protection ou non du bâti ancien, avec disparition d'un certain nombre de
là, je prends des inscriptions menacées sur les pyramides mayas en raison de la pollution. Ça, vous l'avez vu. Les variations de température. La désagrégation mécanique des roches liée à l'augmentation des températures. On a des températures qui n'étaient pas celles que ces roches ont pu connaître. Donc, il y a des phénomènes nouveaux physiques qui apparaissent et sur lesquels on a peu d'informations. Les cycles gel-dégel ont changé également. Ça aussi, ça joue. Je passe vite. Les problèmes de sécheresse, vagues de chaleur, les problèmes d'eau. Le bâti ancien est très sensible à l'eau. Donc, à partir du moment où vous avez effectivement les rivières, les points d'eau, les nappes phréatiques qui baissent, le bâti ancien est forcément touché et menacé d'une façon ou d'une autre. Donc, ça aussi, les problèmes d'inondation qui se multiplient, de précipitations, les averses de grêle qui ont des formes qui ne sont pas courantes, qui peuvent détruire des quartiers anciens. Donc, ça, c'est des choses aussi qu'il faut intégrer. Les actions combinées bioclimatiques, je passe vite, le vent, on parlait de Lyon, on observe dans Lyon des phénomènes microclimatiques et des vents qui ne sont pas ceux qu'on avait dans certains quartiers et qui sont liés à des rafales de vent, des tempêtes, des tornades, etc. Donc les sollicitations sur le bâti, elles sont en train de changer. La montée des océans, les phénomènes d'inondation. Combien il y a d'études scientifiques sur les questions de la problématique du bâtir vert finalement? Très peu. En France, on est classé très loin derrière l'Inde, la Turquie, le Portugal, la Grèce. Les premiers pays qui produisent de la connaissance scientifique sont les États-Unis, la Chine, l'Angleterre, l'Italie, l'Australie. En recherche et développement sur l'efficacité énergétique des bâtiments, l'État français consacre 23 millions d'euros par an. 2019, c'est les chiffres du Conseil général développement durable, ministère, et le chiffre d'affaires du secteur du bâtiment est de 140 milliards d'euros par an. Ça représente 0%. D'accord? Donc sur la problématique de l'efficacité énergétique des bâtiments, c'est 0% depuis un certain temps. Donc, des nouveaux problèmes, des nouveaux défis, je termine là-dessus. Donc, une des difficultés sur la recherche et la production de connaissances, c'est de penser la complexité, notamment particulièrement présente dans l'habitat ancien, en raison de la multiplicité des disciplines, du caractère dynamique, de la présence d'éléments qu'on a du mal à rationaliser, à quantifier, mais on sait qu'ils sont présents et qui ont une valeur immatérielle, on va dire, très forte, avec la présence d'inconnus, d'incertitudes, d'inconnus. Donc, ça nécessite évidemment de faire des diagnostics et de travailler sur des diagnostics, on va dire, interdisciplinaires, de produire de la connaissance, de l'objectiver, de la confronter à une connaissance, à une expertise internationale. Je pense que ça, c'est important. Il ne faut pas qu'on reste sur des études qui sont des études franco-françaises. Il faut aller se confronter à l'expertise internationale. Il y a des choses qui se font à l'extérieur et ça permet de donner de la qualité et de reconnaissance également de ce que l'on peut faire en France et qui peut être partagé avec les Anglais ou les Italiens. Il y a des choses à faire là-dessus. Donc des approches multicritères. Et puis pas oublier, oui, une dimension qui est effectivement importante sur le bâti ancien, j'en terminerai là-dessus parce que j'ai complètement explosé le temps. C'est la dimension de l'intérêt général et du bien commun, évidemment, du bâti ancien. Une dimension qui est forte et qu'il faut défendre aujourd'hui. On est dans une période où ces valeurs et ces dimensions sont un peu chahutées, on va dire des choses comme ça. Donc les appels qui ont été lancés tout à l'heure sur la nécessité de s'organiser, de former, de produire de la connaissance, il faut y aller à fond. Il faut vous appuyer. Moi, je viens d'une école d'ingénieurs où les jeunes sont très demandeurs, ils sont très exigeants. Donc, on peut s'appuyer sur les jeunes pour pouvoir venir nous épauler sur la caractérisation des qualités de ce bâti ancien. Ils sont aussi à la recherche parfois de dimensions historiques qui est parfois manquante, la notion de la mémoire, etc. On pourra aller beaucoup plus loin là-dessus, mais c'est des valeurs sur lesquelles vous pouvez absolument vous reposer et qu'il faut, à mon sens, défendre. Pas forcément
peut-être sur des institutions, des modèles aujourd'hui qui sont en difficulté, mais également sous d'autres formes qui sont liées à la société civile, à des formes de... J'entendais tout à l'heure la question de la jurisprudence. Je pense qu'effectivement, c'est des pistes, la dimension juridique sur les notions d'écosystème, etc. Là, il y a du travail à faire, à mon avis, mais à mon sens, il faut l'épauler par une recherche aussi qui va vous permettre d'explorer tout ça et d'avoir cette dimension internationale. J'en arrête là-dessus. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Vous avez tenu largement dans votre temps et même vous aviez encore 5 minutes. Hein. Ce qui va nous permettre de peut-être élargir le temps des questions. Et puis voilà, si vous avez des questions à poser. Merci beaucoup pour cet exposé parfaitement scientifique et très éclairant. J'avais une question sur la notion de confort que vous avez bien définie comme une notion dynamique. Savoir si cette notion de confort dans les études qui datent de 78 à 2014, est-ce que la recherche de confort a changé entre 78 et aujourd'hui? Est-ce que le confort aujourd'hui, on parle de 19 degrés, est-ce qu'il n'était pas de 17 degrés il y a 30 ans? Est-ce que cette notion de confort dans l'habitat a évolué? Est-ce qu'on quantifie? Moi, je suis convaincu que oui, au regard des habitats passés et aujourd'hui, et que en fait, les habitats très haut de gamme, il y a 50 ans, n'étaient pas du tout avec les mêmes systèmes de chauffage, etc. Après, on ne chauffait pas de la même manière, on chauffait davantage les personnes que les bâtiments. Mais est-ce qu'on quantifie cette évolution de demande de confort il y a 30 ans et aujourd'hui? Alors, je n'ai pas vu d'études là-dessus, mais effectivement, c'est un sujet de recherche important que de regarder quelle est l'évolution, on va dire, sociale aussi. Il y a une dimension sociale aussi du confort. Il y a des choses qui ont été faites, mais la caractérisation physique nous pose déjà des problèmes, ne serait-ce pour la prise en compte correcte du confort dans les modèles de simulation thermique dynamique qui sont souvent proposés en appui d'une argumentation pour mettre en place une isolation thermique, etc. Et donc la difficulté qu'on a sur aujourd'hui la caractérisation du confort, c'est difficulté de caractérisation du confort estival. On n'a pas de modèle de confort sur ces périodes estivales parce qu'il y a beaucoup trop de paramètres qui entrent en jeu et la capacité est sans doute plus forte de l'individu à s'adapter à la chaleur. Donc ça, on a du mal là-dessus. Donc, difficulté à trouver les modules de calcul pour les modèles de simulation thermique dynamique. Et puis, il y a une autre piste aussi qui est explorée, qui est le confort adaptatif. C'est un peu lié, c'est la capacité de l'individu à s'adapter. On n'est plus sur une condition de confort à 19 degrés, mais sur une plage. Cette fois-ci, c'est peut-être entre 16 et 20 degrés, selon les personnes, selon le métabolisme, selon l'activité, donc telle condition, dans tel habitat, etc., etc. Il y a plusieurs stratégies, sans doute, là. Et donc, une des difficultés, c'est qu'il nous manque en fait des éléments d'argumentation scientifique, au sens où vous le dites, science, on va dire les sciences de l'ingénieur, qui permettent de dire, ben voilà, les phénomènes sont cela. Sachant que tout cela est en train de changer avec le changement climatique. Et où même l'individu est en train de changer physiologiquement en termes d'expectative, car il sait déjà qu'il va avoir des canicules qui vont venir. Donc, la dimension psychologique, elle joue aussi sur cette capacité à absorber l'inconfort. On sait que dans des lycées, par exemple, on laisse la possibilité pour les professeurs et les étudiants de tourner le thermostat, et en fait, on ne leur dit pas que ça ne change rien du tout. Mais comme ils ont la possibilité de tourner le thermostat, ils acceptent le fait qu'il y ait une situation d'inconfort. Donc, il y a des astuces, des choses qui peuvent jouer là-dessus. Donc, tout ça, il y a de la recherche à faire, à mon sens, là-dessus. D'autres questions? Vous avez abordé la question du DPE en pointant ces grosses lacunes comme ça venait d'être fait précédemment dans une autre intervention. Quel pourrait être l'intérêt et quel pourrait être le risque d'un DPE patrimoine au vu de toute la complexité que vous avez développée? Vu la façon dont c'est parti sur le DPE tel qu'il est actuellement, je suis
on m'interroge beaucoup en fait sur la capacité à produire un DPE sur le bâti ancien. Parce que je vois que même sur un bâti qui a moins d'inconnus, d'incertitudes, je me méfierais de ces indicateurs, de ces mono-critères, mono-indicateurs, le DPE. Je serais plutôt sur une évaluation sur plusieurs critères par un professionnel ou des gens qui sont capables d'appréhender les différents équilibres qu'il y a entre les différents paramètres de confort, les différents paramètres qui sont liés à ce type d'habitat, ce type de bâtiment, etc. Donc, suivant des architectes des bâtiments de France, je pense que c'est vous qui détenez une grande partie de la réponse là-dessus. Et moi, je me méfierais de la volonté de vouloir mettre un indicateur. On a parlé des labels et des choses. Je pense qu'il faut garder le bon sens et la capacité à traiter des dimensions, je dirais, d'incertitude, d'incomplétude de la connaissance et de prendre des décisions qui vont dans le bon sens, en fait, et qui vont vers des dimensions immatérielles qu'on ne peut pas mettre derrière des labels, en fait. Je pense qu'il faut faire attention. Moi, c'est une réponse de mon côté. Sinon, pour produire un DPE et un modèle de calcul, je pense qu'il faudra quelques années. Et quand il sera fait, on pourra recommencer, puisqu'avec le changement climatique, tout ça aura changé. Donc... Non, le DPE, l'idée de départ, elle est bonne, c'est-à-dire de dire, bah, attention, il y a dans les transactions locataires ou achats de biens, il y a la question de l'énergie et vous avez une étiquette, mais il ne faut pas aller plus loin. Après, il faut aller vers des professionnels de la thermique et de l'énergétique qui vont vous construire les modèles de représentation. Et pas de chance, le bâti ancien, à chaque fois, c'est un cas particulier. Donc, mais c'est aussi sa richesse. Parce que je ne sais pas si vous avez des retours d'expérience entre vous, entre les différents départements, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Je pense qu'il y a des choses aussi qui nous manquent, en fait, c'est des diagnostics objectifs sur des opérations qui ont été réalisées, de revenir quelques années après et de dire on prend des équipes d'experts ou de professionnels, éventuellement internationaux, qui vont venir passer quelques jours sur le bâtiment et qui vont faire les mesures et qui vont vous dire ce qu'ils en pensent. Ça, c'est des choses qu'on voit au niveau international, avec l'Agence internationale de l'énergie, où vous avez des groupes d'experts qui peuvent arriver sur un site, qui vont passer une semaine. Vous avez un expert des matériaux, un expert de la clim, un expert de différents domaines. Et tout le monde fait son diagnostic. Et à la fin de la semaine, on a un résultat et des propositions. Et vous avez une indépendance de l'évaluation, une forme d'objectivation qui est intéressante. On ne prend pas, mais ça donne un autre regard. On dit, ben voilà, ça a marché, là, ça a moins bien marché. Sachant que ce qui ne marche pas, il ne faut pas non plus tirer dessus. C'est comme dans l'enseignement, quand ça ne marche pas, c'est qu'il faut tirer des leçons de ce qui ne marche pas pour proposer des choses qui vont marcher. Donc, ce qui ne marche pas est aussi un enseignement extrêmement intéressant pour tout le monde.